4380 jours. C'est la durée de vie moyenne d'un chien. 12 ans. Nous aurons peut-être l'immense joie de profiter de certains d'entre eux pendant de nombreuses années supplémentaires, et la tristesse abyssale d'en perdre d'autres bien trop tôt à notre goût. Alors puisque leur route à nos côtés sera forcément éphémère, ne perdons pas de temps avec des théories vaseuses et des idées reçues d'un autre âge sur ce qu'est réellement un chien. Je m'appelle Céline Errand. Je suis éducatrice et comportementaliste canin à mon compte depuis le 1er avril 2019. Par le biais de mon entreprise Aura, accompagnement du chien de famille, j'ai pour vocation à aider les particuliers à développer leur relation avec leurs chiens, à mieux les comprendre et à leur permettre d'avoir une place pleine et entière au sein du foyer. Dans ce podcast, j'aimerais rendre honneur à celle que j'étais à 17 ans, celle qui avait soif d'apprendre mais qui n'a eu à sa disposition que des conseils défaillants. Je vous propose donc ici des ressources gratuites, développées et nuancées, exprimées avec beaucoup de tendresse et une pointe d'humour, pour permettre à toute personne intéressée de mettre un pied dans l'éducation canine sans y laisser des plumes. Et puisque la carte ne fait pas le territoire, j'inviterai à mon micro des professionnels de tous horizons pour une vision pluridisciplinaire et en 3 dimensions de nos partenaires canins. Parce que 4380 jours seront toujours trop courts, utilisons-les à bon escient pour devenir les meilleurs amis de ceux qui le sont déjà pour nous. Bonjour à tous et bienvenue dans 4380 jours, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la rentrée de ce podcast, car comme vous avez probablement pu le constater, ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté d'épisode. Rien de grave, rien de très important, j'en parlerai peut-être dans un autre épisode. Mais de ce fait, je voulais fêter la rentrée scolaire avec vous en abordant un sujet qui serait représentatif de mon entreprise, qui serait représentatif de ma façon de concevoir l'éducation canine et de ma façon d'appréhender les chiens de façon générale. De ce fait, aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le fait que malgré que je sois éducatrice canin, je le suis depuis 6 ans maintenant, malgré le fait que mon travail consiste à la base à éduquer des chiens dans l'absolu, eh bien en réalité je n'éduque pas ma chienne. En tout cas, quasiment pas. Comme d'habitude, mon propos est complètement subjectif bien évidemment, ce n'est que mon propre point de vue et il n'implique absolument aucun jugement, aucune critique et aucune insinuation. Dans cet épisode, je ne vise absolument personne, je ne propose que mon point de vue, donc surtout ne vous sentez pas heurtés par ce que je vais vous proposer. Aussi, comme toujours, cet épisode sera empli de nuances et de mesures, donc tous les petits détails dont vous penserez peut-être qu'ils n'ont pas d'importance sont en réalité l'essence même de mon propos. Avant de vous expliquer en détail pourquoi je n'éduque quasiment pas ma chienne, j'aimerais définir avec vous ce que j'entends par éducation canine. Donc de mon point de vue, l'éducation canine, ce sont tous les comportements et toutes les compétences que l'on va enseigner à un chien pour lui permettre de s'intégrer dans la société humaine et à gagner en autonomie au sein de celle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que lorsque j'ai pris Rune à la maison, mon objectif était de lui permettre de s'intégrer dans la société humaine, de gagner en autonomie au sein de cette société, mais je n'ai pas fait preuve de zèle, très honnêtement. C'est-à-dire que je lui ai enseigné simplement des comportements nécessaires, des comportements de base qui lui permettraient cette intégration, mais je ne suis pas allée plus loin que ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'évidemment, il y a eu éducation bien entendu. Ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à toutes les critiques que l'on pourrait faire autour d'une éducation qui se veut respectueuse de l'intégrité du chien, disant par exemple que nous sommes des personnes laxistes ou que le chien est un enfant roi, ça c'est absolument faux, ça n'a absolument rien à voir. J'ai évidemment accompagné et éduqué ma chienne de façon à lui permettre de s'intégrer. Simplement, en ce qui me concerne, je n'ai pas du tout fait preuve de zèle. C'est-à-dire que, de mon point de vue, l'éducation canine se résume à une petite liste de comportements qui sont nécessaires pour cette intégration, mais qu'une fois que ces comportements sont atteints et sont obtenus, il n'est pas nécessaire forcément d'aller plus loin. En tout cas, pas dans mon quotidien avec Rune. En sachant qu'évidemment, ce que je vais vous présenter aujourd'hui ne concerne que notre quotidien, c'est-à-dire le quotidien d'un couple qui vit en campagne avec un seul chien. Ça serait potentiellement différent, j'aurais peut-être eu d'autres objectifs ou des objectifs sensiblement différents si j'avais vécu par exemple en foyer multi-chien ou dans un environnement très urbanisé. Toujours est-il que lorsque Rune est arrivée à la maison, la liste des comportements nécessaires que j'ai souhaité lui apprendre était de rester seule à la maison sans s'inquiéter, donc de ne pas faire de détresse d'isolement. Ça, forcément, c'est très confortable parce qu'on ne veut pas avoir un chien qui stresse, bien entendu, mais également parce que ça me permet de vivre aussi un petit peu ma vie seule, donc de partir quelques heures, jamais plus de 4 heures en général, je n'aime pas partir plus longtemps, j'estime que quand je vais aller aux toilettes, je peux choisir d'y aller, ma chienne qui reste à la maison ne peut pas, donc j'essaye en tout cas de ne pas partir plus de 4 heures, mais en tout cas ça me permet de vivre un petit peu ma vie et de savoir que ma chienne est complètement sereine à la maison.
Le deuxième comportement que je souhaitais lui apprendre était de revenir au rappel s'il est demandé, tout simplement pour pouvoir la lâcher, puisque si je ne pouvais pas la rappeler, si je ne pouvais pas avoir un minimum de contrôle sur son mouvement, elle risquait de se mettre en danger ou de mettre en danger les autres, donc il était nécessaire qu'elle puisse revenir au rappel. Également, d'être en capacité d'avoir un minimum de focus sur moi, donc de surveiller où je suis, en fait, tout simplement, en particulier en extérieur, justement pour ne pas avoir à la rappeler toutes les 4 minutes. L'idée était qu'elle puisse aller à distance si elle le souhaite, mais qu'elle fasse en sorte de rester quand même dans un périmètre plus ou moins proche de moi. En l'occurrence, en sachant que Rune a quand même un plutôt grand périmètre d'action, donc plus ou moins proche de moi, ce serait entre 50 et 100 mètres. Selon les environnements, bien évidemment, ça varie en fonction des lieux, mais dans l'ensemble, elle oscille autour de 50 mètres en moyenne. Et également, je voulais lui apprendre à céder à la pression en longe, tout simplement parce que le premier sens du chien, c'est l'odorat. Et donc les chiens ont réellement très très fort besoin d'utiliser leur flair au quotidien, et donc je voulais avoir la possibilité de laisser ma chienne être la plus autonome possible, même dans les environnements urbains, être en capacité de prendre un maximum d'odeur, d'aller un peu plus devant, un peu plus derrière, de prendre le temps, tout en ayant la capacité à céder à la pression si je lui demande. C'est-à-dire que je voulais que nos balades soient équilibrées, qu'elle puisse être la plus libre entre guillemets possible, même si elle est attachée en longe, mais que de mon côté je ne fasse pas drapeau derrière. Et ça me permet d'avoir une chienne en longe de 5 mètres, même en ville, parce qu'elle est en capacité de céder à la pression, de prendre de la distance et de revenir si besoin. Également parce que je ne suis pas du tout, ou presque en tout cas, favorable à la marche au pied, c'est-à-dire à avoir un chien qui est collé à notre jambe et qui marche à notre rythme. Alors pas du tout, c'est un petit peu exagéré, en réalité je peux m'en servir un tout petit peu dans certains environnements très spécifiques, comme par exemple lorsqu'on va au restaurant, pour aller de l'entrée jusqu'à la table, je demande à ma chienne à rester au pied, par courtoisie envers les gens, c'est normal, ou par exemple lorsque l'on va croiser des gens dans les commerces. Mais sinon, ma chienne n'est jamais au pied, et donc je voulais que ma chienne soit en capacité d'être légère avec sa longe pour justement avoir la possibilité d'avoir de l'espace. Là encore, ce comportement avait ce double objectif, l'intégration dans la société humaine, avoir une chienne qui est capable de se mouvoir en ville sans porter préjudice à autrui, mais aussi à gagner en autonomie au sein de celle-ci, grâce à la longe, grâce à l'espace que je lui permets d'avoir. Aussi, dans la liste des comportements que j'ai souhaité entraîner, il y avait le fait d'attendre mon signal libératoire pour les espaces de transition. Ce que j'appelle les transitions, ce sont par exemple les sorties de maison, les sorties du coffre, tous les moments où on va passer d'un état à un autre. Ça, c'est nécessaire à mon sens parce qu'il en va de sa sécurité, et pour ce faire, je vais vous donner un exemple très concret. Et là, c'était pas avec Rune, c'était avec Vulcain à l'époque. Pour la petite anecdote, mon compagnon avait acheté une voiture et on s'est retrouvé donc sur l'autoroute avec la voiture nouvellement achetée devant, avec mon chéri qui conduisait et avec Vulcain dans le coffre car cette nouvelle voiture avait la clim et on était en plein été, et moi j'étais derrière avec ma voiture. Et sur l'autoroute, la voiture, toute neuve en l'occurrence, a eu un pneu qui a explosé. Donc mon chéri s'est garé en urgence sur le bas-côté et il a fallu faire une transition de la voiture 1 à la voiture 2 avec Vulcain, puisque la première voiture allait être remorquée et moi il fallait donc que je récupère mon chien et que je reparte avec lui. Et avoir enseigné à Vulcain à ne surtout pas sortir du coffre tant que je ne lui ai pas demandé, ça a été un confort extraordinaire pour moi, puisque je savais que même sur l'autoroute avec des voitures qui nous frôlaient à 130, je ne risquais pas d'avoir mon chien qui se jette sur la route, je savais qu'on était en sécurité. Également, je demande à Rune de se focaliser sur moi si c'est demandé pour écouter mes signaux. C'est-à-dire que, en dehors du fait de me surveiller vaguement de loin, ce que je veux dire par là, c'est que, avec ma chienne, je fais en sorte de la boucler. Je ne peux pas dire ça autrement. Je fais en sorte de me taire le plus souvent possible et je vais régulièrement expliquer à mes clients que, surtout lorsqu'ils sont en longe, la communication va se faire à 90% en longe et seulement à 10% avec la voix éventuellement et si c'est nécessaire. Quand je parle des 10% avec la voix, je parle des signaux, des demandes, je ne parle évidemment pas des félicitations, évidemment que je ne vais pas être avare en félicitations, mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsque je vais par exemple en extérieur avec Rune en ville et que je l'emmène en longe dans un espace urbanisé, je fais attention à lui lâcher la grappe en fait. Je fais attention à la laisser vivre, à la laisser explorer son environnement, à lui en demander le moins possible et à ce que le maximum de choses que je vais lui demander se fasse au travers de la communication souple avec la longe, plutôt qu'au travers d'une communication verbale qui ferait de moi une espèce de tic-tac d'horloge qui ferait que faire tic-tic derrière elle en permanence. Et donc ce que ça veut dire, c'est que vu que je lui parle peu, le peu de fois où je lui parle,
J'attends d'elle qu'elle m'écoute, parce que ça veut dire que c'est un signal important, c'est un signal qui doit être saillant dans l'environnement, et qu'il est nécessaire qu'elle prenne en considération ce que j'ai à lui dire, parce que si je lui parle, c'est qu'il y a un enjeu quel qu'il soit. Également, ce que je souhaitais lui enseigner quand elle est arrivée, alors évidemment quand je dis quand elle est arrivée, ça s'est fait au fil des mois bien entendu, je lui ai pas demandé tout ça au bout de 2 jours arrivée à la maison, bien évidemment. Là je vous parle de la liste des comportements que je souhaitais qu'elle atteigne au bout de ces 2 ans. Donc je voulais, en 2 ans de travail, que ma chienne soit en capacité d'atteindre les comportements que je vous cite ici. Et donc, dans la liste de ces comportements nécessaires, il y avait également la capacité à être neutre si on croise des animaux humains ou non humains, c'est-à-dire que ce que je veux en fait, c'est que ma chienne elle soit en capacité de croiser des gens, des chiens, des poules, des lapins, des chats, sans en faire un événement. C'est-à-dire que, et ça pareil, je pense que je pourrais vous en reparler, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous souhaitez que j'aborde ça, mais la socialisation du chiot est extrêmement mal comprise, extrêmement, et donc on a très souvent la volonté de faire en sorte que les éléments extérieurs soient positifs. On veut que les gens soient très sympas, que le chien adore les poneys, qu'il soit hyper mignon avec les enfants. On veut tout ça, et en réalité, pardon de mettre les pieds dans le plat comme ça, mais c'est une énorme erreur. Tout simplement parce qu'avoir un chien qui se catapulte en bout de laisse, que ce soit parce qu'il est très 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 content de voir des gens, ou parce qu'il en a très très peur et que du coup il veut s'en aller, ou qu'il veut les attaquer, les mordre parce qu'il souhaite qu'ils s'éloignent, dans les 2 cas, c'est un excès. Et moi, je ne voulais pas que ma chienne se catapulte en bout de laisse à chaque fois qu'elle voit une petite mamie sur le marché, parce que ça aurait été complètement invivable. Et ça, j'y ai fait particulièrement attention, parce que là, pour le coup, je n'oublie pas non plus quelle chienne j'ai choisi. J'ai quand même choisi une petite golden. Bon, dans la portée, elle avait un tempérament qui me convenait extrêmement bien et je savais que j'aurais pas trop de difficultés avec ça. Pour le coup, c'était une chienne qui était mesurée, qui était en capacité de réfléchir avant d'agir, ce qui n'est pas toujours une grande qualité chez le golden, admettons-le. Toujours est-il que, du fait de sa race, il y avait quand même potentiellement le risque que ma chienne soit super 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 contente de croiser des gens dans la rue, et donc ma nécessité était de lui apprendre à être neutre, à ne pas en faire un événement. Et ça, c'est nécessaire parce que ça me permet d'aller partout, bien entendu. Si ma chienne se jetait en bout de laisse à chaque fois qu'on croisait quelqu'un, les balades seraient tout aussi pénibles que lorsque j'avais Vulcain en laisse et qu'on croisait des chiens alors que lui était réactif aux chiens. Ça aurait été tout aussi merdique. Évidemment, les gens auraient réagi d'une façon beaucoup plus positive à ma petite golden qui est trop contente de les voir que par rapport à mon croisé bosseron qui essayait de manger leur chien, mais dans tous les cas, de mon côté, je me serais retrouvée à devoir mettre des crampons pour retenir ma chienne. Dans les 2 cas, c'était pourri. Également, ce que je voulais enseigner à Rune, c'était d'être courtoise avec les autres individus avec qui elle communique. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va vouloir la caresser, lui dire bonjour dans la rue, ou lorsqu'elle va faire une balade avec un autre chien, ou lorsqu'elle croise par exemple le chat de nos voisins, je veux lui apprendre à faire preuve de courtoisie, c'est-à-dire à être délicate, le plus possible en tout cas, à ne pas sauter sur les gens par exemple, à faire preuve d'une certaine forme de délicatesse et surtout à écouter ce que l'individu en face a à lui dire. Et enfin, la dernière compétence que je souhaitais lui enseigner, c'était d'être capable d'être calme et de patienter quand c'est nécessaire ou quand je lui demande. Ce que j'attends par être calme et par patienter, c'est par exemple être capable de se coucher à mes pieds au restaurant et d'attendre le temps du repas. C'est être capable de s'arrêter avec moi quand on est en ville et de patienter quelques minutes le temps que je discute avec une personne que je connais, sans pigner, sans s'impatienter, sans s'agacer, juste que pour elle ce soit complètement normal d'attendre. Aussi, il était très important pour moi que je lui apprenne à se gérer physiquement et émotionnellement face à des ressources qui ont de la valeur, comme par exemple du jeu ou de la nourriture. Car oui, j'utilise de la nourriture en éducation canine, et ce sujet-là, j'aimerais en reparler avec vous dans un autre épisode, donc n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous intéresse ou non, parce que c'est un sujet brûlant, un sujet capital, et qu'il est parfois pas toujours très bien compris. C'est-à-dire que vous pourriez peut-être vous dire que parce qu'on utilise des knackis, on est en positif. Je déteste ce terme de en positif d'ailleurs, pour moi ça n'a pas de sens, et je ne m'intègre pas du tout dans cette thématique-là. Personnellement, je refuse qu'on dise que je suis en éducation positive. Pareil, si ça vous intéresse de savoir pourquoi, je vous ferai un épisode sur ça. Toujours est-il que on pourrait se dire que parce qu'on donne des knackis, en gros on est quelqu'un de sympa. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche, et je vais même aller plus loin. Attention, je balance un gros pavé dans la mare, on peut faire beaucoup plus de dégâts et des dégâts beaucoup plus vicieux, beaucoup plus impactants à un chien avec de la nourriture qu'avec un collier étrangleur. Je ne suis pas en train de dire pour autant qu'il faut utiliser des colliers étrangleurs, bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce que vous avez des knackis dans la pochette que vous faites de l'éducation dite, entre gros guillemets tout dégueulasse, de l'éducation positive.
À l'inverse, personnellement, je ne considère pas pour autant que la nourriture est forcément un outil qui est horrible ou un outil qui est forcément manipulant pour le chien. Et personnellement, je peux en témoigner parce que j'accompagne des tas de chiens avec de la nourriture et que ces chiens ne sont absolument pas débordés par ces ressources-là, que j'ai accompagné mes propres chiens avec de la nourriture toute ma vie et que je n'ai jamais eu de chien qui était complètement azimuté avec la bouffe, et pourtant j'ai eu Vulcain qui était un croisé Beauceron-Labrador, donc dedans il y a du Labrador, donc techniquement c'est censé être goulu, et actuellement j'ai une Golden. Dans le genre cliché autour de la bouffe, je crois qu'on peut pas faire mieux, et pourtant ma chienne se gère extrêmement bien autour de la nourriture, elle ne déborde pas autour d'elle, et elle est complètement capable de travailler de façon hyper sereine avec ce genre de ressources. Bref, c'est un gros sujet, et si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un épisode entier uniquement dédié à ça. Autour de la nourriture, du jeu, du conditionnement aussi de façon générale. Je trouve que ce sont des sujets très précieux, que les débats qui tournent autour de ces sujets sont importants et nécessaires, et j'aimerais personnellement apporter ma petite pierre à cet édifice-là. Toujours est-il que du coup, je voulais apprendre à ma chienne à se gérer physiquement et émotionnellement face à des ressources de valeur, donc comme le jeu et la nourriture, car j'en utilise personnellement, mais aussi tout simplement parce que ça me permet de laisser de la nourriture à proximité, sans me dire que ma chienne va se jeter sur la table basse pour avoir un bout de pizza. Et enfin, et je pense que c'est probablement le comportement que je souhaitais le plus lui apprendre, être en capacité de me dire non. Être en capacité de me dire que ce que je lui demande à l'instant T n'est pas possible pour elle. Alors, pourquoi je tiens absolument à ce qu'elle soit en capacité à me dire non ? Je le souhaite pour des tas de raisons, mais entre autres, si je devais faire court sur ce sujet-là, qui lui aussi probablement mériterait un épisode tout entier rien qu'à lui, mais personnellement, vous le savez peut-être, mais si vous êtes nouvellement arrivé, vous ne le savez peut-être pas, j'ai commencé à la base en éducation coercitive. Donc quand je vous parle de collier étrangleur et compagnie, je sais ce que c'est parce que j'en ai utilisé moi-même. J'ai travaillé en éducation coercitive à l'époque avec ma première chienne, Laska, qui était une chienne berger blanc suisse. Et à l'époque, j'avais 19 ans, je ne savais pas faire autrement. On m'avait expliqué que c'était un mal nécessaire. Bon, évidemment, comme vous vous en doutez, j'en suis revenue et depuis très longtemps. Mais toujours est-il que, à la base, l'essence de l'éducation canine pour moi, c'était l'éducation coercitive. Bon, j'avais 19 ans, j'en ai 33 aujourd'hui, je ne m'en veux plus, mais toujours est-il que j'ai commencé comme ça. Et s'il y a bien un truc en éducation coercitive qu'on ne veut surtout pas enseigner au chien, c'est bien à nous dire non. Il ne faut surtout pas que le chien refuse quoi que ce soit. Il faut qu'il soit d'accord, ou au moins qu'il ne dise pas non. À défaut d'être d'accord, qu'il ne soit pas en capacité de refuser. Et donc pour moi, de mon point de vue, la plus grande opposition que l'on pourrait mettre à l'éducation coercitive, c'est justement d'apprendre à notre chien à nous dire non. Attention, quand je vous parle de dire non, je ne suis pas en train de vous dire que ma chienne me grogne dessus dès qu'elle a un os et que du coup je passe ma vie à grimper sur les meubles pour pas me faire bouffer. Évidemment que non, ça c'est de la protection de ressources, ça sera encore autre chose, encore un autre sujet. Évidemment que je ne suis pas en train de vous dire que à partir du moment où j'ai décidé d'aller dans telle rue et que ma chienne m'a dit non, on ira dans telle autre, que je vais forcément aller dans telle autre, je ne suis pas en train de vous dire que ma chienne est en train de me mener à la baguette. Ce que je veux dire par là, c'est que je voulais qu'elle soit en capacité, par exemple, de me dire pendant les soins que c'est difficile pour elle et qu'elle a besoin d'une pause. Je voulais qu'elle soit en capacité de me dire « ce chien-là, je veux pas aller le rencontrer. C'est trop dur pour moi, il m'oppresse, je suis pas à l'aise avec lui. » Je voulais qu'elle soit en capacité de me dire « cette personne, elle me fait peur, j'ai pas envie d'aller la rencontrer. » Je voulais qu'elle soit en capacité de me dire « cet objet-là, il m'intrigue, il me fait peur, je suis pas à l'aise avec, j'aimerais qu'on aille ailleurs. » Ensuite, il en va de ma responsabilité de gardienne et de guide de décider quoi faire face à cette information. De lui dire que, par exemple, finalement, cette poubelle, tu vas voir, c'est pas inquiétant. De lui laisser l'espace, mais moi de lui montrer que c'est pas dangereux. De lui dire, ok, t'inquiète pas, on va s'éloigner de cette personne. Ou de demander l'arrêt de l'interaction avec le chien parce que ma chienne n'est pas à l'aise. Parce que c'est mon incapacité à avoir écouté le nom de Vulcain, à l'époque, lorsqu'on a fait des balades collectives, qui a fait que mon chien est devenu réactif au chien. C'est parce que mon chien n'était pas à l'aise, qu'il ne savait pas comment gérer, qu'il m'a dit plusieurs fois qu'il ne savait pas comment faire, et que j'ai écouté les très mauvais conseils qui m'avaient été donnés à l'époque, que mon chien a fini par devenir réactif. Puisque je ne l'avais pas soutenu, puisque je n'avais pas pu l'écouter, mon chien a décidé de prendre les choses entre ses mains. Entre ses petites pattes. Même entre ses dents, en l'occurrence. Et donc je me suis retrouvée avec un chien qui a compris qu'il ne pouvait pas compter sur moi, et qui a préféré se jeter en bout de laisse tout en dehors quand un chien arrivait. Apprendre à votre chien à vous dire non, lui apprendre qu'il peut partir, lui apprendre à savoir dire quand il veut que ça s'arrête, ce n'est pas être laxiste, c'est au contraire éviter un milliard de problèmes. Mais ça, pareil, c'est un énorme enjeu pour moi et j'aimerais vous faire un épisode aussi rien que sur ça parce qu'il y aurait beaucoup plus que ça à dire. Toujours est-il que voilà les comportements que j'ai voulu enseigner à ma chienne. Rester seule à la maison, revenir au rappel, avoir un minimum de focus sur moi en extérieur, céder à la pression en longe, attendre mon signal libératoire pour les espaces de transition,
se focaliser sur moi si demandé, être neutre quand elle croise des gens ou des autres animaux, être courtoise avec les animaux avec lesquels elle va interagir, être calme et patienter si c'est nécessaire, se gérer face à des ressources de valeur, et être en capacité de me dire non. Finalement, ça fait pas mal de choses, on est d'accord, donc là, vous vous doutez bien que du coup, non, j'étais pas du tout laxiste, j'ai pas du tout rien fait faire à ma chienne. Mais par contre, j'ai choisi ces comportements en conscience, et je ne lui ai jamais demandé plus que ça. C'est-à-dire qu'à ce jour, je suis éducatrice canin, je me balade en ville avec ma chienne de 2 ans, et je pense que personne ne pourrait se dire que je suis éduque. Alors, peut-être aussi parce que ma façon de gérer ma longe montre que je sais la tenir, par exemple, qu'on voit que j'ai de l'expérience dans cette tenue de longe. Mais concernant les comportements de ma chienne, il n'y a rien qui pourrait laisser à penser que je suis éduque. Et ça a été quelque chose qui a été difficile pour moi au début. Pas avec Rune, en l'occurrence, ce deuil je l'avais fait depuis bien longtemps quand elle est arrivée, mais avec Vulcain en tout cas. Je m'étais posé la question pour Vulcain parce que lorsque j'ai lancé mon entreprise Aura, il avait environ 4 ans et demi de mémoire, et j'étais justement sur le point de quitter le groupe de balade dans lequel j'étais, justement parce que mon chien était devenu réactif, et donc j'étais en train de me projeter dans l'idée de me lancer à devenir éducatrice canin, alors que, objectivement, mon chien avait beaucoup de choses à gérer. Il ne marchait pas au pied, il marchait pas en laisse d'ailleurs, il était donc réactif aux autres chiens. Pardon pour les étiquettes, ce que je veux dire juste par là, c'est que il se catapultait en bout de laisse, tout dedans dehors, la crête sur le dos, et en grognant dès qu'il croisait un chien. Et il a déclenché, le chien le plus éloigné sur lequel il a déclenché, c'était 500 mètres. Il déclenchait même d'ailleurs sur les moutons et autres petits animaux qui vaguement de loin pouvaient ressembler à des chiens, donc autant vous dire que les balades étaient très reposantes. Et donc je me suis retrouvée à me dire tiens, je veux devenir éduque alors que mon propre chien est tout sauf le miroir de l'éducation canine telle qu'on pourrait l'imaginer. Et donc il a fallu que je vienne déconstruire ça déjà. Que je vienne déconstruire quel genre d'éduque je voulais devenir en réalité, parce que quand je me suis dit tiens, je veux avoir un chien qui soit représentatif de l'éduque que je suis, il fallait déjà que je vienne questionner quel éduque j'avais envie d'être. Et est-ce que j'avais envie d'être une éduque dont le chien marchait au pied ? Absolument pas. Est-ce que j'avais envie d'être une éduque qui allait donner 15 signaux par minute à mon chien pour lui dire quoi faire, quand le faire, où le faire ? Pas du tout. Est-ce que je voulais être une éduque qui allait avoir envie d'avoir un contrôle important sur son chien ? Bah non, en fait. Donc ça m'a permis de faire le deuil de cette image-là, l'image un peu cliché de l'éducateur canin, qui a ses 2 malinois au pied en ville. C'était pas l'image que je voulais renvoyer, non pas par quelque opposition que ce soit, mais simplement parce que c'était pas du tout ma conception de l'éducation canine, en fait, tout simplement. Et donc de venir questionner ça avec Vulcain m'a permis de prendre conscience qu'en réalité, je ne voulais pas être une éducatrice du comportement, mais une éducatrice de la compétence. Et pour moi, ça change tout. C'est-à-dire que ce que j'entends par éducateur du comportement, c'est un éducateur ou une éducatrice qui souhaiterait que le chien propose un certain nombre de comportements, maîtrise un certain nombre de comportements, et que ces comportements soient sous signal. C'est-à-dire, typiquement, le fait de dire « assis pas bouger », c'est un apprentissage du comportement. Moi, je voulais être une éducatrice de la compétence de fond. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, pour donner un exemple très concret, on revient sur cette histoire de rencontrer quelqu'un dans la rue. Eh bien, moi, ce que je voulais, c'était non pas avoir besoin de dire à ma chienne « assis, pas bouger », et encore moins avec ces termes-là qui me sortent par les yeux, mais de simplement, quand je m'arrête, ma chienne sache quoi faire. Qu'elle ait la compétence de fond et qu'elle n'ait pas besoin d'attendre que je lui dise quoi faire, comment le faire, où le faire, quand le faire et quand l'arrêter. Une fois que j'ai pris conscience de ça, une fois que j'ai conscientisé qu'en réalité l'image cliché de l'éducateur, c'est l'image de l'éducateur du comportement, et que donc c'était pas ça que je visais, ça m'a permis de conscientiser qu'en réalité, j'allais jamais donner de signal à mes chiens en fait, ou quasiment jamais. C'est-à-dire que si on reprend la liste des comportements là que je souhaitais enseigner, en réalité ce ne sont pas réellement des comportements, ce sont surtout des compétences de fond. Rester seule à la maison sans s'inquiéter, par exemple, évidemment que quand je pars de chez moi, je ne lui donne pas le signal « ne stresse pas », puis je pars, et puis elle est sereine. Évidemment non, c'est une compétence de fond, ma chienne sait que quand je pars, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, et elle va dormir, c'est tout. Être capable de revenir au rappel, là pour le coup, c'est un comportement, ça fait partie des rares comportements. Être capable de me surveiller vaguement quand je suis aux alentours, là pour le coup c'est une compétence de fond, c'est-à-dire que je passe pas mes minutes en balade à faire « Hé, tu me regardes ? Et là, tu me regardes ? Tu m'as vu, hein ? Surtout pense à bien me regarder !» Non, c'est sa responsabilité, c'est sa compétence de fond. Être capable de céder à la pression en longe. Alors pour moi c'est un petit peu hybride là pour le coup, c'est-à-dire que ça reste un comportement en soi avec une forme de signal, parce que même si ce n'est pas un signal verbal, la pression de la longe est une forme de signal qui lui dit il faut que tu cèdes, mais au final à terme pour moi ça devient plutôt une discussion
plus qu'un signal qui doit être écouté immédiatement. Et ça, d'ailleurs, je trouve que ça aide aussi à faire la distinction entre un éducateur, ou en tout cas une éducation du comportement et une éducation de la compétence. C'est que dans l'éducation du comportement, on demande une réactivité quasi immédiate de la part du chien. Si on lui dit assis, il doit poser son cul par terre, limite avant qu'on ait fini le mot, alors que lorsqu'on cherche une compétence, on laisse au chien la capacité et la possibilité de réfléchir avant d'agir et de prendre des décisions conscientes face à l'environnement dans lequel il est. Et moi, je suis 1000 fois plus convaincue par la deuxième éducation que par la première, déjà parce que, encore une fois, on revient à ma définition du départ qui est de faire gagner en autonomie ma chienne. Donc si je suis à son cul, pardon de le dire comme ça, mais si je suis à son cul toutes les 4 secondes pour lui dire quoi faire, autant dire que l'autonomie n'est plus qu'un concept très très vague. Mais aussi parce que, personnellement, j'ai pas pris une chienne pour devenir un caporal. J'ai pas pris une chienne pour lui dire quoi faire, quand le faire, où le faire, comment le faire. Et pour ça, j'aimerais vous donner une image. Si vous ne connaissez pas cette série, les gars, faut se mettre à jour. Si vous la connaissez, si vous avez vu cet épisode, ça va vous parler. Je vais vous parler de la série Malcolm. Dans la série Malcolm, je ne sais plus quelle saison, Reese est assez grand à ce moment-là, Reese part à l'armée. Et à l'armée, il a décidé qu'en fait, ce qui lui posait problème, c'était son cerveau, et il a décidé de l'éteindre. Malcolm est une série très drôle, très intéressante et encore vraiment d'actualité pour beaucoup de choses, mais elle a ses côtés débiles et ça en fait partie. Ceci étant, c'était très intéressant parce que donc Reese, dans la série, dit qu'il va éteindre son cerveau à l'armée. Et donc, son supérieur, bon, je connais pas les grades dans l'armée, mais toujours est-il que son supérieur, du fait, lui dit quoi faire pour absolument tout. Il lui dit quand lever sa cuillère, quand l'amener vers la bouche pour manger, il lui dit comment s'habiller dans un ordre très précis, il lui dit comment faire son lit, il lui dit même comment avancer en lui disant de faire le pas à gauche, le pas droit, le pas gauche, le pas droit, etc. À tel point que dans la série, et ça je trouve ça extraordinairement intéressant pour venir critiquer l'éducation canine, à tel point que lorsqu'il ne lui dit plus rien, Reese continue à avancer, il se cogne dans le mur en permanence parce que quand le mur est devant lui, il ne s'arrête pas. Et du coup, cet épisode-là, en tout cas cette séquence spécifique de l'épisode, je trouve que c'est une critique magistrale de l'éducation du comportement, telle que je pourrais l'apercevoir de façon assez négative. Encore une fois, je ne critique personne, je viens résumer ça comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe notre temps à dire à notre chien quoi faire, comment le faire, où le faire, et quand on ne sait plus dire stop, quand on ne sait plus arrêter le comportement, notre chien continue le comportement entre guillemets bêtement, pour moi ça c'est sérieusement problématique. Et pourtant, c'est ce qu'on revendique en éducation canine et c'est ce qui est valorisé partout. Typiquement, je pense aussi à ces vidéos qui traînent sur les réels Instagram ou sur les TikTok où on voit des chiens salivants assis devant leur gamelle avec un regard dépité qui sont assis là depuis 5 minutes parce que leurs humains ne leur ont pas dit « c'est bon, tu peux aller manger ». Excusez-moi, je vais être assez crue, pardon si vous le prenez mal, pardon si vous le vivez comme un jugement ou comme une critique, mais je le dis moi tel que je le ressens. À quel moment on a loupé un virage pour rendre les chiens stupides à ce point-là? Attention, les chiens en question ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes du tout en réalité. Ils ont été juste abrutis par l'éducation qu'on leur a donnée. On leur a appris que c'était la seule solution, que c'était la seule et unique façon qui leur permettrait d'avoir de la nourriture, c'était d'attendre jusqu'à ce qu'on leur donne le signal. Et ça, pour moi, là, ça ne devrait pas être revendiqué. Personne ne devrait être fier de ça. Personne ne devrait rire de ça. Personne ne devrait se dire « Oh, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce qu'il écoute bien mon chien ?» Là, pour moi, on a tué l'âme de ce chien. Et pour moi, c'est vraiment problématique. Et donc là, on est devenu un caporal d'armée. On a retiré notre manteau de gardien et de gardienne au sens d'accompagnant pour mettre le manteau de la gardienne et du gardien de prison. Et pour moi, ça, éthiquement, c'est sérieusement problématique. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu le tri par rapport à tout ça, et que vous voyez maintenant où je veux en venir, en tout cas je l'espère, quant au fait que ma conception de l'éducation canine est avant tout l'enseignement de compétences et non pas de comportements visibles, eh bien une fois que ma chienne avait ses compétences de fond, je ne me suis en aucun cas, et sûrement pas, et même surtout pas, attardée justement sur ses comportements visibles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le quotidien? Eh ben ça veut dire que maintenant que ma chienne a ces compétences-là qui sont maîtrisées, ou en tout cas bien avancées dans cette maîtrise, bah je lui demande plus rien, en fait, tout simplement. Je passe pas du tout ma vie à lui demander des choses, je passe pas ma vie à l'éduquer ou à lui demander quoi que ce soit, et je ne passe pas ma vie à faire des plans d'entraînement sur des choses qu'il faudrait que je peaufine. À partir du moment où ma chienne est capable de s'intégrer dans la société humaine, et qu'elle a gagné en autonomie, ou en tout cas à garder son autonomie au sein de celle-ci, je vais pas plus loin. Ça sert à rien d'aller plus loin. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ça fait des semaines, c'est pour ne pas dire des mois, que je n'ai rien enseigné à Rune. C'est-à-dire que notre quotidien est juste de la vie commune.
Quand je dis que je ne fais rien avec ma chienne, évidemment, je ne fais rien en termes d'éducation. C'est-à-dire que, évidemment, qu'elle a ses balades quotidiennes ou quasi quotidiennes, qu'on va dans des tas d'environnements différents, elle vient en balade avec nous, elle vient en vacances avec nous, elle vit plein de choses, on passe plein de moments ensemble, on fait plein d'activités ensemble, juste, je ne l'éduque pas. Je ne lui enseigne rien qui lui permettrait de faire mieux, faire plus, faire encore plus parfait que la fois d'avant. Ceci étant, là je vous ai beaucoup parlé de l'enseignement de compétences de fond, et non pas donc de comportements visibles, mais il peut arriver, bien entendu, que je doive lui enseigner des comportements visibles. Des choses qui sont donc sous signal, généralement verbal, et qui ont un début, un milieu, une fin. Et là, pour enseigner ce comportement, je me pose une question très simple. Très très simple cette question, et je ne peux que vous inviter à vous la poser aussi à chaque fois que vous voulez enseigner quelque chose à votre chien. Demandez-vous pourquoi. Simplement, demandez-vous pourquoi je pense devoir ou je dois entraîner ce comportement. Et ce pourquoi, pour moi, il se décline en 3 sous-questions. 1. Qu'est-ce qui a déclenché cet objectif? Qu'est-ce qui fait que là, maintenant, j'ai décidé que je devais ou que je pouvais enseigner ce comportement? Par exemple, ça peut être le constat d'une lacune dans le quotidien. Pour prendre l'exemple de Rune, elle est, je trouve, vraiment très courtoise avec les autres individus qu'elle rencontre, et elle est vraiment très courtoise avec les chiens. En revanche, avec les humains, je trouve qu'elle manque de courtoisie parce qu'elle peut encore sauter sur les gens qu'elle connaît, surtout sur les gens qu'elle aime beaucoup, et donc quand elle déborde émotionnellement, elle peut se mettre à sauter. Ça, moi, ça me pose souci parce que là, d'un point de vue intégration dans la société humaine, c'est problématique. Donc là, le constat de cette lacune peut m'inciter à vouloir retravailler, peaufiner, ou travailler tout court si ça n'avait pas déjà été le cas, le fait de ne pas sauter sur les gens qu'elle connaît et quand elle déborde, de proposer un autre comportement que de sauter sur eux. Ce qui peut déclencher également l'objectif d'entraîner tel comportement, ce serait un besoin personnel, donc le besoin de l'humain. Par exemple, je peux vouloir apprendre à Rune à rester immobile sur son tapis le temps que j'aspire, histoire de pas avoir ma chienne dans les pattes quand je passe l'aspirateur, ou pire encore quand je serpille, histoire que le carrelage reste à peu près propre sans avoir des petites pattes de Beethoven partout. Là, pour le coup, c'est purement un besoin humain. Pour ma chienne, ça ne lui apporte absolument rien de rester couchée sur son tapis pendant que je passe la serpillière. Il peut y avoir aussi autre chose qui déclenche l'objectif d'entraîner un comportement, c'est un déclencheur extérieur. Par exemple, une critique que l'on aurait reçue dans la rue, une théorie qu'on aura entendue sur les réseaux, dans un livre ou ailleurs disant que c'est ça qu'il faut entraîner pour X ou Y raison, ou la perception qu'on pourrait avoir d'autres personnes ou d'éducateurs canins, comme je le disais tout à l'heure. Et donc là, cette question qui est de se demander qu'est-ce qui a déclenché cet objectif, pour moi, elle est très précieuse, parce qu'elle nous permet de faire un tri vraiment très important, et en particulier, de venir s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un apprentissage que l'on veut mettre en place pour apaiser notre ego d'humain ou pour apaiser une blessure que l'on a vécue. Par exemple, imaginons, vous êtes dans la rue et votre chien ne marche pas au pied parce que vous vous en foutez, et là vous avez tonton René qui passe et qui vous dit que votre chien écoute rien parce qu'il est devant vous. Il tire pas spécialement, juste il est devant. Et donc ça vous touche, ça vous heurte et ça vous blesse d'avoir tonton René qui vous engueule de l'autre côté de la route en vous disant que votre chien n'écoute rien. Et paf, le lendemain, vous vous armez de vos knackis ou peu importe quoi, vous vous armez d'une laisse et hop, vous dites il faut absolument que j'apprenne à mon chien à marcher au pied. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui était important, ou est-ce que c'est uniquement la volonté d'apaiser une blessure? Et ça, pour moi, c'est important de le questionner. Une fois qu'on a fait ce premier tri, et qu'on se dit, ok, donc c'est pas un déclencheur extérieur, c'est pas un apaisement d'ego, c'est pas un apaisement de blessure, c'est un besoin personnel qui nous semble important, ou c'est le constat d'une lacune, là ensuite on peut se poser la deuxième question qui est, est-ce que du coup ce comportement est nécessaire? Attention, je dis bien nécessaire et non pas juste utile, parce que quand on creuse un petit peu, quand on cherche bien, on peut toujours trouver une utilité à peu près n'importe quoi. Non, est-ce que c'est nécessaire? Et nécessaire particulièrement dans notre quotidien individuel. Est-ce que c'est nécessaire dans notre quotidien personnel, dans notre quotidien individuel, et pas juste en théorie? Est-ce que c'est nécessaire pour moi, Céline, gardienne de Rune, dans mon quotidien spécifique aujourd'hui? Ou est-ce que c'est simplement ce que j'estime être une nécessité théorique, mais qu'en réalité, si je la mets en perspective avec mon quotidien, ça n'est pas important? Par exemple, typiquement, alors s'il y a bien un truc où on dit partout que c'est absolument capital et nécessaire, et s'il y a bien un truc contre lequel j'ai envie d'entrer en croisade en permanence, c'est bien ça, c'est d'apprendre à son chien à poser son cul par terre pour tout et n'importe quoi. Tu veux ta gamelle? Assieds-toi. Tu veux un câlin? Assieds-toi. Tu veux passer la porte? Assis. Tu veux traverser la route? Assis. Tu veux rencontrer quelqu'un? Assis.
Je ne supporte pas ça, personnellement. Encore une fois, c'est pas une critique, mais je trouve ça absolument insupportable. Et à chaque fois, encore une fois, ça me fait repenser à cet épisode avec Reese, où on se retrouve avec un jeune militaire qui se retrouve à devoir s'asseoir quand on lui dit et se relever quand on lui dit. Je trouve ça plutôt insupportable. Et d'un point de vue communication canine, en plus, je trouve que ça vient brouiller la communication de notre chien. Et enfin, est-ce que nous, on aura envie de poser notre cul par terre sur un trottoir mouillé? Non. Donc, je ne demande pas ça à ma chienne, quand bien même ce serait une golden et qu'elle adore la boue. Imaginons donc que, par exemple, on a ce fameux assis qui est revendiqué partout comme étant nécessaire. Et là, effectivement, c'est un comportement qui est revendiqué comme tel. Pas utile, nécessaire. Manifestement, ce serait la seule façon d'avoir du contrôle sur son chien, ce serait la seule et unique façon d'avoir un chien calme, ce serait la seule façon d'avoir un chien intégrable en société. Spoiler alerte, absolument pas, mais théoriquement, c'est revendiqué comme tel. Est-ce que c'est nécessaire dans mon quotidien avec Rune? Absolument pas. En aucun cas. Sûrement pas même. Ce n'est sûrement pas nécessaire dans mon quotidien avec Rune, pour toutes les raisons que j'ai citées et qui font que je ne supporte pas cet apprentissage, mais aussi parce que ma propre chienne s'assoit quand elle réfléchit. Rune est le penseur de Rodin. Ma chienne, quand elle est face à un déclencheur qui l'intrigue, voire qui peut l'inquiéter un tout petit peu, face à quelque chose qui l'interpelle, qui l'immonde, ma chienne va s'asseoir. Immédiatement. Elle pose son cul par terre et elle analyse. Donc si je lui disais de s'asseoir sur signal pour tout et pour rien, je ne saurais plus lire quand ma chienne est en analyse et quand ma chienne elle est en capacité d'écouter ce que j'ai à lui demander. Donc je ne vais sûrement pas, enseigner à ma chienne à s'asseoir sur signal, encore moins en extérieur, encore moins avant d'avoir quelque chose qu'elle voudrait avoir, parce que sinon ça viendrait brouiller complètement sa propre communication canine. Enfin, une fois que j'ai fait le tri, donc 1, est-ce que quelque chose a déclenché cet objectif? 2, est-ce que ce comportement est nécessaire? Je vais bien entendu me poser la question de est-ce que ce comportement respecte ma chienne? En premier lieu, est-ce que ça vient respecter son espèce et les besoins qui sont liés à elle? Par exemple, je parlais tout à l'heure de la nécessité pour le chien de se servir de son flair, donc est-ce que le comportement que je veux lui enseigner va venir respecter son besoin, par exemple, lorsqu'on va en ville dans un environnement en plus hyper stimulant, olfactivement hyper nouveau, est-ce que par exemple le comportement que je veux lui enseigner va lui permettre de répondre à son besoin de prendre des odeurs? Donc par exemple, si je voulais lui imposer en ville à marcher au pied à côté de moi, sans discontinuer j'entends, sur toute la durée de la balade, sans avoir la possibilité de prendre des odeurs, non, ce comportement ne respecte pas l'intégrité de ma chienne et ne respecte pas son espèce et les besoins qui sont liés à elle. Ensuite, je vais me poser la question de est-ce que ce comportement que je souhaite lui enseigner vient respecter la race de ma chienne et les spécificités qui peuvent en découler. Pareil, il y a des gros débats autour de la question de la race, il y en a qui vont nous dire que la race n'est qu'un skin, que le chien est juste un visuel mais qu'en réalité il n'y a pas de tendance comportementale. Spoiler alerte, c'est faux. D'autres vont dire que la race fait absolument tout et que donc si on prend un chien de telle race on aura forcément tel comportement. Spoiler alerte, c'est faux aussi. Toujours est-il que une race implique des spécificités potentielles qui pourraient en découler. En l'occurrence pour une qui est une golden, une de ses spécificités c'est de vouloir prendre des choses en gueule en permanence. Ma chienne trimballe des machins tout le temps, à tel point que sur Instagram, j'ai carrément des stories à la une qui s'intitulent Les pâtes à trésors, parce que ce sont tous les trésors que Rune embarque dans la journée. Enfin, dans la journée évidemment non, mais en tout cas elle en embarque au moins une fois par jour. Donc par exemple, je pourrais vouloir lui apprendre à ne plus rien prendre en gueule, ou en tout cas à lâcher immédiatement à chaque fois que je lui demande de lâcher un objet dès qu'elle le prend en gueule. Mais est-ce que ça va respecter sa race, ça? Est-ce que ça va respecter ses besoins de retriever d'avoir des choses en gueule? De mon point de vue, non, ça ne respectera pas l'intégrité de ma chienne. Ça ne respectera pas l'intégrité de Rune de l'empêcher de prendre des trucs en gueule. Si je voulais un chien qui ne prend rien en gueule, il fallait pas que je prenne un retriever. Pareil, Rune est une golden, une chienne qui adore l'eau. Est-ce que j'ai envie de lui apprendre à ne jamais, jamais, jamais aller se baigner, ou le faire en tout cas uniquement sous signal? J'ai pas fait ce choix-là. Je veux que ma chienne, quand on va en balade en campagne, qu'elle soit complètement, mais alors complètement libre, d'aller se baigner si elle en a envie. Parce que j'ai choisi une golden, parce que les golden adorent se rouler dans l'eau et dans la boue, et que si j'avais voulu un chien propre, j'aurais dû prendre un whippet. J'ai choisi un golden, j'assume, je veux respecter sa race, je veux respecter ce qu'elle est en tant qu'individu, donc j'avoue que non, je l'empêche pas d'aller se baigner. Par contre, bien entendu, je peux lui demander de ne pas y aller si c'est nécessaire. Par exemple, si on va chez le véto, qu'il y a une énorme flaque sur le trottoir avant d'arriver, je peux lui demander de ne pas y aller, ou changer de trottoir pour éviter la situation potentiellement, mais sinon, dans 99% des cas, je la laisse faire. Ensuite, je vais me demander si ce comportement va respecter l'individualité propre de ma chienne. C'est-à-dire, est-ce que ça va respecter la personne unique qu'elle est? Au-delà de son espèce, au-delà de sa race, elle, Rune, ce petit chien unique qu'elle est-ce que ça va la respecter? Par exemple, Rune adore nous faire des câlins.
Elle est très câline, alors beaucoup de golden le sont, dans l'absolu, c'est quand même assez inhérent à la race, tous ne le sont pas, mais c'est quand même assez commun. Mais Rune adore nous monter dessus pour faire des câlins. Rune se prend vraiment pour un chat. Cette petite personne se prend littéralement pour un chat. Et donc, Rune adore monter sur nos genoux alors qu'on est assis sur une chaise. Moi, ça me pose absolument aucun problème, et je n'ai en aucun cas envie de lui apprendre à ne plus faire ça. Parce que son individualité propre, son besoin, c'est de nous monter dessus pour faire des câlins. Et moi, ça me plaît beaucoup en plus, ça me va très très bien. Si ça m'avait posé problème personnellement, si ça avait été, je ne sais pas, douloureux, gênant, ou si ça m'avait oppressé, on aurait trouvé un compromis. Mais l'empêcher d'assouvir ce besoin-là, sous prétexte que, en théorie, il ne faudrait pas laisser un chien nous monter sur les genoux, bah non, ça me pose problème. Donc, je refuse de l'empêcher de faire ça. Par contre, encore une fois, ça ne veut absolument pas dire que je suis laxiste. Ça veut simplement dire que ma chienne a appris à me demander avant de le faire. Elle pose sa tête sur ma cuisse, si je lui dis oui, elle peut monter, sinon elle ne monte pas, simplement. Mais en tout cas, je ne veux pas empêcher ma chienne de produire ce comportement de façon générale. Et enfin, je vais me poser une dernière question qui est absolument capitale. Est-ce que ce comportement respecte le faux self de ma chienne et la souplesse de ce faux self ? Le faux self, c'est un terme issu de la psychanalyse humaine. Bon, alors déjà, la psychanalyse, personnellement, j'en suis pas fan du tout pour plein de raisons. Toujours est-il que j'aime beaucoup le parallèle que je vais vous proposer là, même si à la base, c'est un parallèle lié aux humains. Pour ce faire, je ne vais pas vous sortir une définition d'internet, j'aimerais vous parler du faux self, tel que je l'ai lu dans la super BD de Lou Luby, Comme un oiseau dans un bocal. Cette BD, très jolie au demeurant, elle parle des personnes HPI et de santé mentale de façon générale, elle parle d'intégration en société, elle parle de plein de choses très intéressantes. Et dans la BD, l'un des personnages va chez le médecin, et son médecin lui dit « Vous avez une déchirure de faux self ». Et je vais vous lire juste les 2 petites pages de BD qui parlent de ça. Le faux self est un concept de psychanalyse. Voyez, le vrai self est ce que nous sommes de plus authentique, sans phare. Tandis que le faux self est la face polie que nous montrons au monde. Le faux self est une enveloppe protectrice autour du vrai self. Elle nous permet de dire « volontiers, merci, encore une part de gâteau » alors qu'en soi on se dit « bon, ça a l'air vraiment trop gras » ou de dire poliment à quelqu'un « je ne suis pas d'accord avec vous » au lieu de l'insulter de connard. Chez une personne équilibrée, cette enveloppe est souple pour lui permettre d'être fidèle à elle-même tout en étant adaptée au monde. Mais votre faux self à vous, il est complètement rigide. N'avez-vous pas l'impression de toujours faire des efforts ? De ne jamais vous montrer tel que vous êtes ? De vous épuiser à faire semblant ? Avec le stress, votre pression intérieure augmente, et comme une cocotte minute sans soupape, votre vrai self comprimé est en train de vous fissurer. Et quand j'ai lu cette page de BD, j'ai immédiatement pensé au chien. Parce que l'éducation canine, par essence, elle met forcément un faux self sur les chiens. Celui d'un chien qui ne fait pas de vagues dans la société humaine. Parce qu'un chien, un animal qui s'intègre dans la société humaine, c'est par définition un animal d'une espèce spécifique qui doit rentrer dans le moule d'une espèce qui n'est pas du tout la sienne, qui n'a pas les mêmes codes, pas les mêmes coutumes, pas les mêmes besoins, pas la même façon d'appréhender le monde. Le chien doit être en capacité d'avoir un faux self. Il doit être en capacité de montrer la version polie de lui-même. Il doit être en capacité de savoir quand dire les choses poliment et quand il peut se lâcher. Il doit être en capacité de savoir qu'il doit faire attention avec certaines personnes et qu'il peut se permettre d'être pleinement lui-même avec d'autres. Par définition, l'éducation canine met un faux self sur les chiens. Et moi, ce qui m'importe le plus au monde dans l'éducation de ma chienne et dans l'éducation de tous les chiens que j'accompagne, c'est de m'assurer que, puisque malheureusement, on va devoir mettre un faux self, on va devoir leur apprendre à se mouler dans ce moule d'humain qui n'est pas du tout fait pour eux, je veux que ce faux self soit le plus large, le plus souple et le plus ouvert possible. Je veux que ce faux self ne l'empêche jamais d'être la personne qu'elle est. Ne l'empêche donc jamais d'être une chienne, d'être une golden et d'être Rune. Et ça là spécifiquement, je pense que c'est la chose que j'aimerais que vous gardiez en tête. À partir du moment où on veut faire rentrer dans le moule des humains une autre espèce, on va forcément avoir un impact sur l'espèce qui doit rentrer dans ce moule. Et éthiquement parlant, il est absolument nécessaire de se demander comment et pourquoi on veut faire entrer cet animal dans ce moule, dans quel contexte, avec quels outils, et comment on va permettre à cet animal de répondre à ses besoins propres en tant qu'espèce, en tant que race et en tant qu'individu, malgré ce faux self, malgré ce moule dans lequel on veut le faire entrer. Alors vous pourriez vous dire que c'est de la masturbation intellectuelle, que c'est vraiment se prendre la tête pour beaucoup de choses. En réalité, dans mon quotidien, ce pourquoi, il me prend une demi-seconde. Je me demande pourquoi je veux faire ça. Ah oui, attends, mais on m'a critiqué hier. Ok, laisse tomber, c'est de l'ego. On laisse passer, je vais travailler sur ma blessure, mais c'est pas à ma chienne de la porter à ma place.
Est-ce que c'est nécessaire? Non, j'en ai pas besoin, ça, peu importe le comportement en question. Non, ça, j'en ai pas besoin. Et ben voilà, on passe à autre chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, quand je fais mes questions là, je vous les ai théorisées évidemment, là je vous ai fait tout un processus pour vous expliquer tout ça, mais en réalité, quand je me demande pourquoi, et que je me rends compte que c'est une blessure d'ego, ou que c'est une critique que j'ai reçue, bref, que c'est quelque chose qui m'a blessée, je vais pas plus loin. Je me dis, ok, bon bah voilà, là c'est une blessure d'ego, c'est quelque chose qui est douloureux pour moi, je vais travailler sur ma douleur, mais tant que j'ai pas bossé sur ma douleur, il est hors de question d'enseigner quoi que ce soit à ma chienne qui lui ferait porter ma douleur à ma place. Donc je ne vais absolument pas me demander si le comportement est nécessaire ou s'il respecte ma chienne, puisque déjà par essence, ce qui a déclenché cet objectif n'est à mon sens pas sain. Si par contre c'est sain, je vais me demander si c'est nécessaire. Et là par contre si c'est sain et que c'est nécessaire, dans ce cas-là je vais me demander si ça respecte ma chienne, son espèce, sa race, son individualité propre et son faux self. Par exemple, si on revient sur le fait de sauter sur les gens qu'elle connaît, tiens, typiquement, parce que là pour le coup c'est un enjeu. Eh bien, je veux lui apprendre à ne pas sauter sur les gens. Par contre, j'aimerais lui apprendre que si on lui dit oui tu peux, qu'elle puisse le faire, qu'elle puisse répondre à ce besoin de se catapulter sur les gens si elle a envie. Et je veux qu'elle puisse être en capacité de ne pas sauter sur les gens qu'elle aime, en tout cas de se retenir et de demander poliment avant de le faire. Mais à l'inverse, j'adore quand le matin elle nous saute dessus, elle nous piétine, et je veux absolument pas l'en empêcher, je veux lui permettre de répondre à son besoin de piétiner les gens quand elle nous réveille le matin, pour que quand elle rencontre des gens et qu'elle ne peut pas les piétiner, eh ben que ça va, ça passe parce qu'elle peut le faire ailleurs. J'espère que tout ça aura été assez clair, je vais essayer de vous résumer tout ça de façon assez courte et concise. Donc de mon point de vue, l'éducation canine, ce sont tous les comportements et surtout toutes les compétences de fond que l'on enseigne à un chien pour lui permettre de s'intégrer dans la société humaine et à gagner ou à garder son autonomie au sein de celle-ci. Donc ça veut dire que j'enseigne très peu de comportements visibles, donc de comportements qui sont sous signal, généralement verbal, en gros le cliché de l'éducation canine tel qu'on pourrait l'imaginer. J'enseigne beaucoup plus des compétences de fond, qui certes mettent plus de temps à se développer, sont moins visibles en extérieur et donnent moins l'impression que notre chien est sous contrôle, mais qui, une fois que ces compétences de fond sont maîtrisées, permettent à notre chien de justement s'intégrer dans la société humaine et de gagner en autonomie. Parce que ça, c'est mon seul et unique objectif. Tant qu'elle s'intègre dans la société humaine et qu'elle est autonome dedans, ça m'est royalement égal que les gens pensent que ma chienne n'est pas éduquée. Parce qu'en plus, les gens du coup ne le pensent pas, puisqu'en fait ma chienne passe partout, ils ne la voient même pas passer. Donc quand il s'agit d'enseigner un comportement visible, c'est-à-dire un comportement qui est mis sous signal avec un début, un milieu et une fin sous signal également, je me demande simplement pourquoi. Je me demande qu'est-ce qui a déclenché cet objectif? Est-ce que ce comportement est nécessaire et nécessaire dans notre quotidien spécifique? Et est-ce que ce comportement respecte ma chienne? Et ça, pour moi, c'est hyper important. Tout ça, c'est hyper important, et en particulier la notion du faux self dont je vous ai parlé, parce que ce qui m'importe, c'est de ne jamais, jamais, jamais éteindre ma chienne. Je refuse de revivre ce que j'ai vécu avec l'ASCA, avec l'éducation coercitive. Je refuse d'éteindre ma chienne. Je refuse de retirer l'essence même qui fait ce qu'elle est, qui fait qu'elle est Rune, et non pas n'importe quel golden ou n'importe quel chien. Je refuse d'effacer son individualité, ce qui fait qu'elle est elle et personne d'autre. Et je finirai sur ça, en balançant un énorme pavé dans la mare probablement, mais il n'est absolument pas nécessaire d'être en éducation coercitive pour éteindre son chien. Vous pouvez totalement éteindre un chien avec des knackis. Et malheureusement, j'en ai personnellement rencontré. Attention encore une fois, je ne juge personne, je ne critique personne, je ne vise personne, je ne fais aucune insinuation. Mais des chiens, éduqués en éducation dite entre gros guillemets positive, qui n'ont jamais été engueulés d'aucune façon spécifiquement, qui n'ont pas eu de coercition, en tout cas pas à ma connaissance, mais je ne pense pas sincèrement, mais qui n'étaient même plus capables de faire quoi que ce soit sans demander à leur humain quoi faire, personnellement, ça ne me convient pas et ce n'est pas comme ça que je conçois l'éducation canine. Et du coup, pour moi, la question de savoir si on utilise des knackis ou pas, c'est même pas le sujet en réalité. Pour moi, le problème, il se trouve pas là. Pour moi, le problème, il se trouve même pas de savoir si on est en éducation positive ou pas d'ailleurs. Au risque, oui, de me prendre des pavés, j'ai rencontré des personnes qui éduquaient leur chien en éducation qui pourrait être catégorisée comme étant de l'éducation coercitive parce que le chien portait un collier étrangleur ou parce qu'ils engueulaient leur chien une fois de temps en temps, mais qui en fait lâchaient leur grappe à leur chien 95% du temps. Et à l'inverse, j'ai rencontré des personnes qui n'utilisaient jamais de coercition, mais qui utilisaient des outils dits positifs, à base de renforcement positif, de la bouffe du jeu ou toute autre chose, c'est même pas ça le sujet, mais où le chien était sous contrôle absolument en permanence. Donc pour moi, le fond du problème en réalité en éducation canine, et encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, c'est complètement subjectif, ce n'est que mon point de vue, mais pour moi, le problème de l'éducation canine n'est pas de savoir si on enseigne avec des knackis ou pas. Le problème n'est même pas de savoir si on est coercitif ou pas, même si évidemment que c'est un enjeu, on s'entend, évidemment que la nourriture peut être un enjeu, évidemment que de travailler en coercitif est un problème. Mais pour moi, le fond du problème,
c'est de viser une éducation canine du comportement visible et non pas de la compétence de fond. Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne rentrais dans aucune école d'éducation canine. Tout simplement parce que l'approche, par exemple, behavioriste, donc l'idée de se dire que l'animal est une boîte noire et se baser principalement sur les cadrans de Skinner, donc renforcement positif, etc., pour travailler avec le chien, ça me correspondait pas. À l'inverse, il y avait des tas d'autres approches qui étaient en opposition à ça, qui pouvaient vraiment me plaire. Que j'ai rencontré des gens qui étaient en éducation qu'on pourrait étiqueter coercitive, mais où j'avais l'impression d'être plus en accord avec cette personne qu'avec une personne qui avait des knackis dans sa pochette. Et en fait, je me suis rendu compte que l'essence était là. Que ce qui faisait le lien entre toutes les personnes avec lesquelles je vibrais, toutes les personnes dont j'aimais le travail, toutes les personnes avec lesquelles je me sentais en adéquation, c'était des personnes qui visaient des compétences de fond, plus et beaucoup plus que des comportements visibles. Elles ne le disaient pas forcément, peut-être même qu'elles ne le conscientisaient pas, mais toutes les personnes professionnelles ou non, dont j'ai vu le travail, et un travail qui m'a fait quelque chose dans le ventre, qui m'a fait des petits papillons dans le ventre, c'était forcément une personne qui visait de la compétence de fond. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Bon, j'aurais peut-être pu dire encore pas mal de choses, mais je pense que cet épisode va déjà être assez long comme ça. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions à la suite de cet épisode. Gardez bien en tête que je ne juge ni critique personne, donc pardon si vous avez mal pris certaines phrases, c'était pas du tout mon intention. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains sujets ou certains aspects que vous aimeriez que je creuse un peu plus. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos chiens. Des bisous sur vos truffes!